Sa maman est une pute. Sa famille est une pute. Il y a un an, le peuple burkinabé, dans un sursaut patriotique, écrivait une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Après de longues semaines de mobilisation et de manifestations contre le projet de modification de la Constitution, ce 30 octobre 2014, la lutte aura abouti. Au prix de lourds sacrifices, la contestation populaire mettait fin à 27 ans de régime du pouvoir Blaise Compaoré. Édition spéciale ce soir sur la télévision du Burkina que j'ai le plaisir de présenter avec ma consoeur Peggy Ouedraogo. Effectivement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, un devoir de mémoire dans cette édition spéciale sous forme de rétrospective. À suivre plusieurs reportages sur le déroulement des 2 jours qui ont marqué un tournant dans l'histoire de notre pays. Au menu également, le décryptage d'un sociologue et le point sur les dossiers en justice avec Madame le ministre en charge de la Justice. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale. Jeudi 30 octobre 2014, le jour où l'histoire du Burkina Faso a basculé, c'est ce même jour que devait être votée la loi qui allait conduire à un référendum objectif, modifier l'article 37 et permettre au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Mais la journée a pris une autre tournure. Face à face tendu dès les premières heures entre manifestants et forces de l'ordre déployées en masse. Retour sur cette chaude journée du 30 octobre 2014 avec Fousseni Kindo. Chaude pour ces députés de l'opposition qui embarquent ici pour l'hémicycle où tous les regards sont tournés en ce 30 octobre 2014. C'est là que devrait avoir lieu le vote d'une loi permettant la révision de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Une révision qui devrait ouvrir la voie à un pouvoir illimité à Blaise Compaoré en poste depuis 27 ans. Dans le reste de la ville de Ouagadougou, ce sont des scènes dignes d'une guérilla urbaine auxquelles on assistait. Les jeunes manifestants décidaient à empêcher le vote de la loi. Entre course-poursuite et matraquage, la capitale burkinabé était méconnaissable. Et c'est dans une telle ambiance qu'on apprenait que l'Assemblée nationale a été prise d'assaut par les manifestants et les députés de la majorité ont pris la fuite. Je crois que nous sommes là et c'est désolant que cette assemblée qu'on appelle au Parlement, où on doit parler, où le public est autorisé à assister aux séances, que ce soit aujourd'hui qu'on empêche plus de venir. C'est ça ma désolation. Et il n'est pas normal. Le public doit assister au débat. L'Assemblée nationale saccagée et mise à feu, le dernier espoir du pouvoir Compaoré se voit ainsi s'effondrer. Le porte-parole du gouvernement, le ministre en charge de la communication Alain-Édouard Traoré, tente un dernier sursaut en annonçant sur la télévision le retrait de la loi. Mais c'était déjà tard. Les manifestants ont mis le cap sur la télévision nationale qu'ils saccageront à son tour. Dans l'après-midi, une série de rencontres chez le Moro Naba entre militaires, mais aussi entre l'opposition burkinabé qui exige la démission pure et simple de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour historique pour le peuple burkinabé. Aujourd'hui que l'histoire du peuple se joue. Dans la soirée, Blaise Compaoré fait une annonce d'un gouvernement de transition et refuse de démissionner. Et de son côté, le chef d'état-major général des armées, le général Honoré Traoré, annonce sa prise du pouvoir. C'est la confusion totale. Après une journée chaude, le reste des événements s'est vite accéléré et la suite, on la connaît. Voilà, on se souvient, c'est adoré à l'occasion de la fête de l'indépendance 2013 que Blaise Compaoré annonce les couleurs. Face à la presse, il dit vouloir consulter le peuple sur la question de l'article 37. Et puis les consultations lancées entre majorité et opposition tournaient court. Que d'actes et de paroles qui ont animé la vie socio-politique du Burkina jusqu'à cette date fatidique du 30 octobre. Rappel des faits dans ce reportage de Jacques Lamissa Tarpaga. Le mot tant redouté depuis l'annonce de la mise en place d'un Sénat au Burkina Faso est lâché en décembre 2013 à la fête de l'indépendance à Dori et de façon à peine voilée par Blaise Compaoré. Si sur une question il n'y a pas de consensus au niveau national, le peuple sera appelé à dire ce qu'il pense. Donc le peuple sera consulté sur la question s'il y a nécessité.
La nécessité, justement, a été recherchée dans un dialogue morné, instauré entre l'opposition et la majorité en fin septembre 2014. Ce dialogue, qui n'en était pas vraiment un, est arrêté quelques jours plus tard, le 6 octobre, faute d'accord. Le Burkina Faso a demandé aux deux coprésidents de remercier les membres de leur délégation pour le travail qui a été fait et indiquer que le dialogue politique inclusif s'arrêtait et que d'autres formes d'échange seraient développées. Ce compte rendu des deux coprésidents a mis fin à la séance d'aujourd'hui, ainsi qu'à l'initiative du président du Faso pour la tenue d'un dialogue politique inclusif entre la majorité et l'opposition politique. Le prétexte est tout trouvé pour aller au référendum. Le Conseil des ministres du 21 octobre adopte le projet de loi qui doit être voté par l'Assemblée nationale le 30 octobre. Le point de non-retour est atteint ce jour-là. En 10 jours, le pays bascule dans un cycle infernal de protestation tel un serpent qui se mord la queue. Le chef de l'État décrète l'état de siège sur l'ensemble du territoire national. Mais l'étau continue de se resserrer autour de son pouvoir et Blaise Compaoré, dans un dernier sursaut, tente de reprendre la main. Il prononce un discours en 3 minutes sur la chaîne de télévision privée Canal 3. Les manifestations violentes qui ont endeuillé et plongé notre peuple dans la stupeur n'honorent pas le pays des hommes intègres, mais j'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure, forte aspiration au changement. En ce qui me concerne, je reste disponible à ouvrir avec vous des pourparlers pour une période de transition à l'issue de laquelle je transmettrai le pouvoir au président démocratiquement élu. Vraisemblablement, le peuple n'a pas été compris. Le capital confiance n'existe plus. Les insurgés, dès le lendemain 31 octobre, donnent le coup de grâce. Blaise Compaoré, dans un communiqué, déclare la vacance du pouvoir, ce qui sous-entend sa démission. La transition annoncée dans son discours se fera, mais sans lui. Balbutiement, tractation et hésitation. Après la démission du président Blaise Compaoré, la situation est restée confuse. Nous sommes dans l'après-midi du 31 octobre 2014. La place de la nation grouille de monde dans l'attente d'une annonce. Cet après-midi, les sentiments de victoire se mêlaient à l'incertitude. D'abord, le chef d'état-major général des armées, le général Nabéré Honoré Traoré, se proclame chef de l'État. À sa suite, un visage encore méconnu des Burkinabés, c'est finalement celui-là qui s'est donc imposé. Explication Draman Guéné. 31 octobre 2014, sous la pression populaire, Blaise Compaoré rend le tablier. La vacance du pouvoir est constatée. Le général de division Honoré Nabéré Traoré, alors chef d'état-major général des armées, prend ses responsabilités. Il dissout le gouvernement et l'Assemblée nationale et se proclame chef de l'État. Considérant l'urgence de sauvegarder la vie de la nation, j'assumerai pour compter de ce jour les responsabilités de chef de l'État. Les forces de défense et de sécurité prendront toutes les dispositions nécessaires qui s'imposent pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Le régime du général Traoré n'aura duré que le temps de la déclaration, puisque quelque temps plus tard, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, alors numéro 2 du RSP, juge nul et n'avenu toutes les déclarations précédentes. J'assume désormais, à partir d'aujourd'hui, les responsabilités de cette transition et de chef de l'État pour assurer la continuité de l'État. L'armée tergiverse, la population crie à la confusion totale. L'état-major des armées refait surface. Cette fois-ci pour annoncer l'unanimité retrouvée autour du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida pour diriger le pays. Nous sommes le 1er novembre 2014. La haute hiérarchie militaire, après concertation à l'état-major général des armées, informe l'opinion nationale et internationale que le lieutenant-colonel Zida Isaac a été retenu à l'unanimité pour conduire la période de transition ouverte après le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. Yacouba Isaac Zida est maintenu au pouvoir. La charte de la transition est rédigée et signée le 16 novembre 2014. Après 21 jours à la tête du pays, Yacouba Isaac Zida remet le pouvoir aux civils le 21 novembre 2014. Voilà, comme on l'a vu, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida est le nouvel homme fort du Burkina post-insurrectionnel. Cet outsider doublé d'une casquette RSP n'inspire pas confiance,
La situation reste incertaine malgré la promesse d'une large consultation. Oui, et le meeting qui se tient place de la Nation se transforme en course au pouvoir. Dans l'après-midi du 2 novembre, ils sont plusieurs à se proposer pour occuper le palais de Kosiam. La télévision du Burkina connaît une seconde intrusion de manifestants. Le fil de cette journée avec Sibidi Issa Lankwande. Dimanche 2 novembre, alors que les militaires qui ont pris le pouvoir des discussions avec les forces vives de la nation pour tracer les sillons de la transition, la place de la nation grogne. À l'appel des partis de l'opposition, un meeting s'y tient. Les manifestants sont venus dénoncer la confiscation de la révolution par les militaires. Pour eux, il ne saurait être question que la transition soit dirigée par les militaires, en l'occurrence le lieutenant-colonel Isaac Zida. Tour à tour, les leaders politiques prennent la parole pour expliquer le rôle qui est attendu des militaires. L'après-midi, la situation connaît un tout autre développement. Une partie des manifestants se dirige vers le siège de la radio-télévision. Ils veulent que leur leader se déclare président de la transition. C'est d'abord le général Kwame Lugue, porté par ses partisans. Il fait une déclaration sur le plateau du journal télévisé. J'annonce qu'à partir de ce jour, de cette minute, j'assume entièrement, en répondant à l'appel du peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé, dans son ensemble, assumer les fonctions de président du Faso et de chef de l'État. Cette déclaration ne sera pas diffusée. Ensuite, arrive Saran Séré Sérémé, leader du PDC, le Parti pour le développement et le changement. Ses partisans lui demandent aussi de se proclamer présidente. Elle n'a peu temps d'accéder au studio que des coups de feu retentissent. C'est la panique totale, les tirs des éléments de l'armée font un mort. Plus tard, Saran Séré Sérémé dira avoir été amené de force. Dans la soirée, l'armée publie un communiqué dans lequel elle dénonce une atteinte au processus de transition et met en garde contre toute tentative de déstabilisation. Marche contre marche, carton rouge, recto, verso, un vocabulaire naissait quelques semaines avant les dates fatidiques des 30 et 31 octobre 2014. La confrontation des idées était visible dans les médias, mais également sur les réseaux sociaux. La voie référendaire était la solution toute trouvée par les pro-Compaoré en réponse des meetings de protestation pour dénoncer la tenue d'un référendum illégitime et budgétivore. Piqûre de rappel des marches et contre-marches légendaires ayant conduit à l'insurrection, c'est avec Ernest Kambiré. 30 juin 2013, à la place de la nation de Ouagadougou, l'opposition politique unie autour d'un seul objectif organise le premier grand rassemblement suivi d'une marche-meeting. Dénoncer et empêcher à tout prix la révision de la Constitution par référendum annoncé par le président Compaoré au lendemain de la célébration du 11 décembre 2012 à Dori. Dès lors, les marches-meetings des partisans du non se succèdent à travers le pays. Nous devons éviter la violence. Nous devons éviter de nous prendre aux personnes physiques. Et l'image qui aura retenu l'attention de tous, c'est ce carton rouge brandi par feu Aman Arba Diallo au président Compaoré. 31 mai 2014, le stade du 4 août fait son plein. Les messages contre la modification de la loi fondamentale du Burkina s'enchaînent. Un mois plus tard, la cuvette du stade du 4 août est à nouveau suscitée. Cette fois, ce sont les partis de la majorité qui mènent la contre-attaque. Oui à la modification de l'article 37, oui au référendum annoncé. Ce meeting est baptisé Recto Verso. Dès ce jour, le oui et le non sont régulièrement par marche-meeting imposée, principalement à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Tout le coup d'état constitutionnel. La tension monte dans le pays et la deuxième moitié de l'année s'avère particulièrement chaude. Et le déclic viendra de ce conseil extraordinaire des ministres du 21 octobre 2014. Le projet de loi portant révision de l'article 37 de la Constitution est à l'ordre du jour.
le mandat présidentiel devrait après passer de 2 à 3. Comme un pavé dans la mare, cette annonce déclenche de nouvelles manifestations dans la capitale et à Bobo Dioulasso, juste à ce jeudi 30 octobre, jour de vote de la loi à l'Assemblée nationale. Très tôt, le matin, le cordon de sécurité autour de la représentation nationale où devrait se voter le projet de loi est pris d'assaut par des manifestants hostiles. Les bombes lacrymogènes et les jets d'eau n'enlèveront à rien la détermination de la jeunesse burkinabé particulièrement mobilisée contre le vote. L'atmosphère est chauffée et le pire n'a pu être évité. 9h30, avant le début des travaux, l'hémicycle, tombé entre les mains des insurgés, est saccagé puis brûlé. Les espoirs du oui s'envolent. Le non l'emporte et la rue contraint Blaise Compaoré à partir après 27 ans passe au pouvoir. Entre la volonté de Blaise Compaoré de se donner un nouveau bail et la volonté du peuple d'un changement, la rue venait ainsi de trancher définitivement. Voilà, premier invité de cette édition spéciale. Nous recevons M. Bourema Ouedraogo, sociologue, enseignant-chercheur à l'Université de Ouagadougou. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Alors, on l'a vu, il y a un an, le Burkina Faso tournait donc la page de l'ère Compaoré, et cela suite à une insurrection populaire. Comment peut-on expliquer ce sursaut populaire, et cela malgré donc ce dispositif militaire qui était impressionnant ce jour? Bien, merci Monsieur Jean-Emmanuel Ouedraogo, merci Madame Peggy Ouedraogo. Avant tout propos, permettez-moi de sacrifier au rituel d'inclination sur la mémoire des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et aussi sur la mémoire des martyrs du putsch manqué de 2015. Je pense que ce qui est arrivé dans notre histoire récente à travers ces événements-là, c'est quand même un sentiment d'exaspération, un sentiment d'indignation généralisée face à 27 années de régime de Blaise Compaoré. Et j'aimerais dire ici que le sang de ces martyrs-là n'a pas coulé en vain, que leur sacrifice a montré à la face de l'humanité entière que le nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres, pays des hommes dignes, cette étiquette-là n'est pas usurpée. Aujourd'hui, beaucoup de peuples regardent avec admiration notre peuple. Ils regardent avec envie notre peuple parce que nous avons réussi à sortir d'une domination qu'eux-mêmes subissent sans pouvoir en sortir. C'est aussi le lieu de dire que ce n'est pas parce que notre peuple est meilleur aux autres peuples. C'est sans doute aussi le signe d'une grâce qu'il faut reconnaître et saluer à sa juste valeur. Alors, M. Ouedraogo, on a remarqué aussi cette même détermination là lors du putsch de septembre dernier. Est-ce que l'on peut dire qu'on est dans la continuité de cet état d'esprit qui a entraîné la chute du régime Compaoré? Tout à fait. Parce que, évidemment, vous savez que j'ai écrit un livre qui est sorti en mars 2014, intitulé « Droit, démocratie et développement en Afrique ». 7 mois avant l'insurrection, ce qui a prévalu la qualification de livre prophétique. Et donc, je pense que ce qui est arrivé au putsch manqué, là, c'est la continuation de cet esprit insurrectionnel-là. Les gens ont refusé. Ce qui est important à noter, c'est que la peur a quitté la tête des citoyens, une peur inculquée par ce régime-là pendant 27 ans. On a cru que ce régime était invincible, surtout à travers sa branche armée, le RSP. Et cette peur-là, du jour au lendemain, s'est effritée, laissant la place justement à une sorte de courage inédit de la part de notre peuple qui s'est manifesté déjà en octobre 2014 et qui s'est manifesté à nouveau donc, lors du putsch manqué. Quand des braves gens sortent main nue pour dire il faut marcher sur Kosiam, évidemment, il y a quelque chose qui a changé dans l'esprit des gens et cela est important à dire et je reviendrai sans doute là-dessus tout à l'heure. Oui, M. Ouedraogo, comme vous l'avez dit, donc, ce qu'on a remarqué, c'est que, comme beaucoup le disent couramment, le mur de la peur est tombé. Est-ce qu'aujourd'hui, on a véritablement assisté à travers ces événements-là à l'émergence d'un nouveau citoyen burkinabé?
On pourrait le dire, parce que tout ce que je viens de dire là, c'est au compte de ce que les historiens diraient la courte durée. Si je me place dans la perspective de la moyenne durée, c'est-à-dire quelques générations, il faut noter ce fait, que nous avons assisté au passage, au changement d'identité du voltaïque au burkinabé. Le voltaïque est devenu burkinabé. Puis le burkinabé est devenu un indien. Et aujourd'hui, l'Indien est devenu un insurgé. Je ne sais pas demain ce que sera l'insurgé, mais cette construction d'une identité, ce processus de construction d'une identité politique nationale repose sur deux faits structurants importants. Le premier, c'est l'effritement de ce sentiment de peur dont j'ai parlé. Et le second, c'est évidemment cette demande lancinante de démocratie directe, telle qu'elle se manifeste dans la rue, dans les services, aussi bien en ville qu'en campagne, et qui appelle de ma part deux observations. C'est vrai qu'un peuple longtemps bâillonné, qui retrouve soudainement la liberté, a naturellement et légitimement tendance à en abuser. C'est normal, on peut le comprendre. Et par ailleurs, une démocratie directe peut corriger les lacunes peut-être d'une démocratie indirecte qui est la démocratie délégative, la démocratie représentative. Donc de ce point de vue-là, je pense que ce qu'on a appelé par moment rurocratie ou je ne sais pas quoi. Tout à fait, effectivement, justement. Est-ce qu'on ne devrait pas craindre dans ce contexte-là que pour un rien, l'on manifeste? Justement, c'est la dérive à laquelle, effectivement, cet esprit insurrectionnel que j'ai qualifié dans ce livre-là de montée d'humeur institutionnelle, ça a commencé déjà bien avant. Déjà depuis 2011, on voyait justement cet esprit se développer et ça s'est cristallisé justement aujourd'hui dans un esprit insurrectionnel qui fait qu'effectivement, pour un oui, pour un non, les gens ont tendance à vouloir manifester directement cette envie de participer à la vie politique. Donc, la dérive, c'est effectivement que ça crée une situation d'anarchie, une situation qui pourrait ouvrir une brèche dans laquelle justement les ennemis du peuple, si je peux parler ainsi, pourraient s'engouffrer. Une fois de plus. Alors aujourd'hui, comment l'autorité de ce nouveau Burkina là, devrait se comporter face à cette situation? Parce que c'est vraiment une situation également qui est née donc des derniers événements. Bon, je pense que, comme je le disais, la demande lancinante de démocratie directe n'est pas en soi une mauvaise chose. Comme je l'ai dit, elle peut corriger les lacunes de la démocratie délégative représentative. Mais il ne faut pas que ça dérive. Il ne faut pas que ça dérive. Et ce que les gens peuvent faire, c'est d'appeler à plus de débats. Je suis pour la démocratie directe pour autant qu'elle soit faite dans les procédures, c'est-à-dire un débat public, les débats publics, les conférences citoyennes, qui sont des débats tout à fait sains avec différents acteurs, des élus, des représentants politiques, les citoyens dans leurs différentes catégories et qui peuvent être tout à fait pour faire avancer justement la démocratie sur des questions de société très très importantes. Alors, M. Ouedraogo, vous l'évoquiez tantôt, 7 mois avant l'insurrection populaire, donc vous avez publié un ouvrage intitulé « Droit, démocratie et développement en Afrique, un parfum de jasmin souffle sur le Burkina Faso ». Alors, d'où est venue votre inspiration et d'une manière générale, maintenant qu'elle fait donc cette insurrection, est-ce qu'elle passionne les chercheurs de l'Université de Ouagadougou, par exemple? Naturellement, je pense que ce qui est arrivé et que j'avais déjà prévu dans ce livre-là, c'est que vous avez constaté qu'à partir de 2011, un vent de liberté soufflait sur le Maghreb. Cela a emporté le président Ben Ali là-bas. Et ce vent-là a traversé le Sahara et a emporté 3 ans plus tard Blaise Compaoré et son régime. Donc évidemment, c'est très très important et ce livre-là dit que le siècle présent sera le siècle des luttes sur les 3D du livre-là, droit, démocratie et développement. Naturellement, c'est un sujet qui passionne les chercheurs dont je suis. Voilà, merci M. Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. On va vous dire merci. C'est moi qui vous remercie et j'aurais un dernier mot à dire. Oui. Parce que, en fait, je suis très très content d'être invité sur ce plateau à ma qualité de sociologue. Je pense que cela répare, je ne dirais pas une injustice, mais au moins une mauvaise habitude dans ce pays, de ne donner la parole qu'aux juristes. Force de le faire, je pense qu'on oublie quelque chose
dont moi j'ai le devoir de rappeler ici, savoir que le droit lui-même est un objet de sociologie et d'anthropologie. Donc c'est une invitation à donner davantage de parole aux sociologues. Merci, M. Ouedraogo. Comme on l'a dit, plus rien ne sera comme avant. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu donc à ces questions. Je rappelle que vous êtes sociologue, vous êtes enseignant, chercheur à l'Université de Ouagadougou. Suite de cette édition spéciale avec 7 questions. Un an après, comment les familles des martyrs supportent-elles la perte de leurs proches? Jean-Emmanuel, difficilement peut-on dire l'une de nos équipes est allée à la rencontre de la famille Awedri Wedidoua, un des martyrs tombés sur le champ du combat pour la liberté. C'est un reportage touchant que nous proposent Gérard Sommet et Nyar Kiteda. La petite Shakina est née un mois après la mort tragique de son père. Son grand frère Kevin, lui, avait seulement 3 ans quand leur papa a perdu la vie. C'était pendant l'insurrection de fin 2014. Wedidoua Awedri, garagiste de son état, laisse donc derrière lui des enfants de très bas âge. Un souvenir triste pour les parents et des plus douloureux pour la veuve qui implore chaque jour le Seigneur. Vraiment, ce n'est pas été facile. C'était une journée très très douloureuse. Vraiment, on peut dire que ça ne va pas toujours. On essaie de faire avec parce que on peut dire que c'est la volonté de Dieu. Nous sommes toujours dans la douleur et nous ne savons pas où aller jusqu'à maintenant. Parce que la douleur, c'est quoi? C'est que le garçon était là, c'est qu'Awedri était là et puis il faisait pour la famille, il n'est plus là. C'est qu'il faisait pour ses enfants et puis sa femme, il n'est plus là. Et chaque jour qui passe, nous avons beaucoup de problèmes, nous pensons beaucoup à lui. 1 an après l'insurrection, beaucoup de choses ont certes été faites, mais la famille attend toujours l'essentiel. Notre attente, c'est toujours la justice. La justice et la justice. Nous attendons que le gouvernement du Burkina Faso fasse la justice pour nos martyrs. Vraiment, ça fait 1 année que nous continuons à pleurer. Et nous voulons que nos pleurs là s'arrêtent maintenant. Ça ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas oublier ceux qui sont morts. Mais au moins nous aider les familles à faire grandir tous ces enfants-là, prendre les enfants en charge, essayer de voir comment scolariser tous les enfants. Mais on donne 150 000 aussi, on dit, quelqu'un qui a 3 enfants ou 4 enfants, hein, le gars il est mort, laissez ses enfants, on nous donne 150 000 francs pour scolariser ses enfants. Comment nous pouvons nous en sortir avec tout ça? Au-delà de la justice et de la prise en charge, la veuve, elle, demande la paix. Que cela n'arrive plus jamais au Burkina Faso et qu'il y ait la paix au Burkina et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Tout comme cette famille, ce sont des dizaines de familles toujours sous le choc qui attendent justice et prise en charge efficiente des orphelins et des veuves des victimes. Hommage aux martyrs, mais on n'oublie pas les blessés marqués à vie physiquement mais aussi psychologiquement par ce douloureux épisode sont de ceux-là Seydou Compaoré. Maçon de profession, il était dans la rue ce 30 octobre, tout comme Innocent Ganou, qui a reçu une balle dans l'œil et qui attend toujours une évacuation sanitaire. Leur témoignage dans ce reportage signé de Jean-Eudes Bayala, Mokhtar Ouedraogo et Zali Sassanfo. Seydou Compaoré a fracturé son pied en essayant d'enjamber un caniveau pour échapper aux forces de l'ordre qui les poursuivaient. C'était le 30 octobre 2014. 1 an après, il porte toujours les séquelles. Et cet effet affecte son quotidien. Seydou est maçon de profession. Ne pouvant plus exercer, c'est sa femme qui a dû troquer son statut de ménagère à celui d'une pousseuse de barrique pour subvenir aux besoins de la famille. Cette année, mes enfants n'iront pas à l'école par manque de moyens. Ça ne va vraiment plus. Aussi, je dois plus de 35 000 francs à mon bailleur. Il m'a sommé de partir qu'il veut reconstruire sa maison. Cela fait 1 an déjà que Innocent Ganou n'a pas touché à un seul fil électrique, lui qui est électricien. Le 30 octobre 2014, alors qu'il clamait « Vive la démocratie » dans la rue, une balle a trouvé refuge dans son œil. Après sa sortie de l'hôpital, les jours se succèdent et se ressemblent presque chez lui. Des va-et-vient, avec l'espoir qu'il y aura une bonne nouvelle, qu'il guérira et pourra penser à son avenir.
Leila, ça s'est explosé. Oh, ça fait mal. La nuit, j'ai des maux de tête. Quand je suis allé à l'hôpital, on m'a donné un papier pour me transférer en France. Mais depuis lors, jusqu'à ce niveau, il n'y a rien pour le moment. Des regrets. Ces blessés disent ne pas en avoir. Cependant, ils ont chacun un cri de cœur. Si on pouvait juger les commanditaires de tous ces actes, cela va nous faire plaisir. On ne veut plus qu'ils soient impunis. Aussi, il faut que le gouvernement nous trouve un répondant, quelqu'un qui va nous renseigner aux besoins. Pour nos deux blessés, s'ils étaient dans la rue, c'est pour que le Burkina Faso retrouve sa dignité. Aujourd'hui, c'est au tour de la nation d'en faire autant. Voilà, et c'est sur cette soif de justice que nous recevons notre deuxième invitée, Madame Joséphine Ouedraogo, ministre de la Justice. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir. On l'a vu donc, beaucoup de citoyens sont tombés lors de cette insurrection des 30 et 31 octobre 2012. Leurs familles continuent un an après de réclamer justice. Quel est le point des procédures en cours sur ce dossier? Bon, s'agissant des victimes et des blessés de l'insurrection des 30 et 31 octobre, après les événements donc, qui se sont passés, et vous savez que la transition a été installée, le gouvernement de la transition a été installé pratiquement fin novembre. Et dès ce moment-là, le parquet a engagé les procédures, a instruit les officiers de police judiciaire d'entreprendre des enquêtes sur l'ensemble des morts. Et ces enquêtes-là ont été lancées et jusqu'en avril 2015 où, après avoir reçu les rapports d'enquête, des juges d'instruction ont été désignés pour engager l'instruction à proprement parler. Et ceci dans 3 villes, Ouayugia, Ouagadougou et Dori. Donc toutes ces procédures sont toujours en cours et même si les gens pensent que ça devrait aller plus vite, ça ne peut pas aller vraiment plus vite parce qu'en justice, il y a un chemin à suivre. Il faut des témoins, il faut des moyens, il faut avancer en étant sûr qu'on est dans la légalité et il faut aussi reconnaître que les juges font leur travail, mais le dossier est quand même complexe à cause de l'insurrection elle-même, à cause du champ de l'insurrection et du fait aussi que beaucoup de témoins hésitent à apporter des éléments qui pourraient et justice. Et c'est à cause de cette situation que le gouvernement a mis en place en juillet, a décidé de créer la commission d'enquête indépendante qui, elle, va avoir beaucoup j'allais dire, d'expertise, va être pluridisciplinaire, va pouvoir avoir le soutien, des soutiens extérieurs, des soutiens d'organisation, ce qui fait qu'il y aura plus de confiance aussi pour qu'ils puissent rassembler tous les éléments qui pourraient ensuite aider la justice à faire son travail. Alors, Madame le ministre, le putsch manqué du 16 septembre dernier a lui aussi engendré d'autres martyrs et des blessés. Est-ce que cela n'a pas détourné l'attention de la justice en leur faveur, au détriment, bien sûr, des premiers? Absolument pas. La justice continue son travail sur les victimes des 30 et 31 octobre, tandis que pour ce qui concerne le coup d'État, vous savez, c'est un coup d'État, donc c'est un acte militaire à proprement parler, de telle sorte que la justice militaire a pris en main les choses. Et ce qui est plus facile dans un coup d'État, c'est que les actes sont clairs, c'est du flagrant délit comme on dit, et donc les personnes, on les voit, on les connaît, on peut plus facilement entreprendre les enquêtes. Effectivement, Madame le ministre, on sait donc que, en tout cas, les présumés cerveaux de ce coup d'État ont été arrêtés pour la plupart. Est-ce que là également on peut avoir une idée un peu, même si le dossier a été transmis à la justice militaire, de l'état d'avancement un peu des procédures? Il y a déjà une trentaine d'inculpés. Donc, et ça n'arrête pas. Le juge d'instruction, disons que le juge d'instruction a été assisté aussi par d'autres juges
parce que le champ d'investigation est assez large, pour qu'ils puissent avancer de manière diligente, de telle sorte que vous suivez ça clairement dans les journaux, je pense, toutes les interpellations, certains mandats d'arrêt, etc., etc. Donc je pense que là, les choses avancent beaucoup plus facilement parce que il s'agit d'un coup d'État. Alors, Madame le ministre, des acteurs de la société civile se désolidarisent des différents hommages de la nation pour dénoncer notamment la façon dont les dossiers ont été sont gérés plutôt en justice. Il y a par exemple les commissions d'enquête dont vous avez parlé qui sont décriées, qui sont taxées de ralentisseurs de la manifestation de la vérité. Quelle est votre réaction là-dessus? Ma réaction, c'est que je les comprends. Parce que plusieurs commissions d'enquête qui avaient été mises en place dans le temps et par le régime déchu n'ont jamais abouti, bien que ces commissions aient fait un travail extraordinaire. Aujourd'hui, nous héritons des dossiers de la commission d'enquête sur Norbert Zongo qui contient énormément d'éléments. Signifie que si le gouvernement d'avant le régime déchu voulait vraiment la vérité, ils avaient assez d'éléments pour avancer dans cette instruction. Nous sommes en train d'utiliser tous ces éléments et plus évidemment du travail qui est fait en toute indépendance et en suivant les procédures requises pour pouvoir avancer dans l'instruction de ce dossier. Okay. Alors, Madame le ministre, à ce rythme, à quand le procès de l'insurrection et du putsch, même si on ne va pas vous demander peut-être de nous donner une date, mais selon les projections, vous pensez par exemple qu'à partir de quelle date pourrait se tenir ces procès? En justice, on s'abstient toujours de dire tel procès aura lieu à telle date, sauf quand tous les éléments sont réunis et que l'on diffuse la date, on communique la date aux personnes intéressées et au public. Comme vous l'avez vu pour le procès Guiraud, comme vous l'avez vu pour le procès, le jugement en ce qui concerne les fraudes pour les concours. Donc en justice, on ne peut pas dire à quand la date d'un procès avant qu'on ait eu certaines assurances. Et je pense que ce que les gens peut-être ne savent pas, c'est que quand nous engageons une procédure, les personnes mises en accusation ont des droits également. Donc, les avocats de ces personnes-là travaillent également. Et en fait, dans le jeu de la procédure judiciaire, ce que le ministère public réunit comme élément pour pouvoir apporter des preuves, la partie de l'accusé travaille pour démolir tout cela. Donc, tout ceci prend du temps et c'est pourquoi le souci de la transition, c'est surtout de paver le chemin. C'est s'assurer que nous avons des procédures qui respectent les institutions, qui tiennent en compte, qui prennent en compte les institutions. C'est-à-dire que nous avons aussi renforcé les institutions, les cabinets d'instruction, et des procédures qui respectent le droit et des procédures surtout qui respectent aussi l'indépendance des magistrats qui sont impliqués. Et si tout ça est réuni, alors on n'a pas de crainte même après la transition parce que cela garantit que les choses vont se poursuivre normalement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous, peut-être pas en tant que ministre et en tant que citoyenne, est-ce qu'il n'y a pas une petite crainte, ne serait-ce qu'une petite crainte justement que la route que vous avez pavée, la transition donc à pavé justement, puisse après ne servir à rien et que tous ces dossiers-là ne soient pas jugés par l'autorité qui sera élue? On peut avoir des craintes si on était avant l'insurrection. Aujourd'hui, la transition a fait un certain travail de fond. Et le peuple burkinabé a montré sa vigilance et sa détermination, j'allais dire, à contrôler le travail qui est fait par les institutions et surtout par les hommes politiques. Donc je pense que peut-être que le gouvernement qui viendra ne va pas subir la même pression que nous, parce que nous étions limités dans le temps, mais je pense que ce gouvernement subira quand même une certaine pression et sera obligé de rendre des comptes régulièrement, surtout sur les dossiers de justice. Voilà, merci Madame le ministre d'être passée sur ce plateau. Suite de cette édition spéciale, eux sont sortis de l'ombre ces 30 et 31 octobre 2014. Les images de leur bravoure et de leur détermination ont fait le tour du monde. Ils sont pour la plupart de jeunes, photographiés sur le vif, au péril de leur vie. Ils ont bravé les canons et les matraques des forces de l'ordre.
On les redécouvre dans ce reportage de Adama Guiti et Frédéric Etienne Bassenga. L'appel pour l'assaut final, la cible tirée, vaincre malgré l'adversité, prendre position contre l'injustice, tenir face à la douleur et enfin lever les bras en signe de victoire ou tout simplement se muer en député d'un jour. Ces images de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ont fait le tour du monde. Eh bien, de tous ces héros, nous avons retenu celui-là, ce personnage en position face aux deux RSP, Lassina Sawadogo, et nous sommes allés à sa rencontre. Marié et père de 2 enfants, l'auteur des impôts fait le film de sa journée, immortalisé par ce cliché. Et tout ne se voit pas parce que juste derrière eux, il y a un militant, un camarade qui était tombé. Enfin, ils l'ont fait tomber et puis on le piétinait carrément. C'était vraiment très vilain à voir. Donc, moi, j'essayais de m'avancer parce que c'était pas joli à voir. Celui qu'on piétinait, c'était sur l'écran. Et moi, j'essayais de m'avancer vers lui. Et là, ces deux-là ont foncé sur moi. Et donc, j'ai été atteint par des coups. Surtout le premier qui est là, le plus court, parce que lui, il tenait une cordelette. Donc, à distance, naturellement, quand il balance la cordelette, ça m'a atteint au dos. Par contre, celui qui a brandi le bâton, justement, ma position, c'était pour me protéger et surtout de ce bâton-là pour ne pas être atteint parce que l'autre, il était à distance, naturellement, lui, il pouvait toujours me toucher avec la cordelette. Mais, en dehors de ça, il n'y a pas eu d'échange vraiment de coups entre nous. Je me suis protégé et le bâton, je l'ai juste bloqué une fois. Il a voulu relancer une deuxième fois et les militants venaient en grand nombre. Comme les camarades venaient en grand nombre, c'est eux qui ont commencé à quitter. Certains m'ont quitté par la TNB par le mur, d'autres sont ressortis par le portail pour se diriger maintenant vers le premier ministère. Pour Lassina Sawadogo, au-delà de sa personne, c'est toute la jeunesse burkinabé qui a été héroïque pendant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Et puis, 2 semaines après la chute de Blaise Compaoré, la transition se met en place. Les protagonistes s'accordent sur un texte à la hauteur des aspirations des insurgés. C'est la charte de la transition. Le texte sert de fondement juridique aux institutions de la transition et règle la question de l'exercice du pouvoir post-insurrectionnel. Retour sur les péripéties de son élaboration avec Nongba Kouda et Jérémy Sié Koulibaly. 16 novembre 2014, Maison du peuple de Ouagadougou. Une grande messe baptisée Forum des forces vives et des forces de défense et de sécurité voit la signature de l'acte de la transition. Le document constitue le fondement juridique de la gestion du pouvoir post-insurrection. L'idée d'une charte germe dès le 31 octobre 2014, avec la suspension de la Constitution et la démission du président Blaise Compaoré par suite de l'insurrection populaire. Au départ, des initiatives parallèles issues de la société civile concourent à l'écriture du texte. L'une émanant du Front de résistance citoyenne et l'autre de l'Institut Free Afrique. Pressés par le temps, les différents acteurs transcendent les divergences et les querelles de procédure et s'accordent sur la mise en place d'une commission appelée à proposer une mouture de la charte. Mais ce ne fut pas la seule initiative. Parallèlement, en fait, l'armée aussi avait l'idée de faire une charte. L'armée a travaillé avec le professeur Souma pour proposer sa charte. La rédaction de la charte ne se fait pas sans accroc. Les discussions achoppent notamment sur la participation ou non du gouvernement au prochain scrutin et sur la durée de la transition. Et ce n'est pas tout. Le Conseil national de la transition a cristallisé beaucoup les débats. Parce qu'il y en a pas mal qui ne voulaient pas que ça soit une instance délibérative. Donc, c'était conçu pour être une instance consultative. Une autre question qui divise les auteurs de la charte, celle de savoir si la transition devrait être civile ou militaire. Je pense d'ailleurs que là où les points ont véritablement achoppé, c'est la question de savoir si le Premier ministre devait être militaire ou un civil. Et cette question, en réalité, n'a pas été adoptée à la plénière.
La crise du RSP en juillet dernier met en lumière une autre réalité sur le partage du pouvoir pendant la transition. À la faveur donc de la crise de juillet, on a vu qu'il y avait même un accord qui avait été signé, un accord complémentaire qui a été signé pour dire que le Premier ministre allait être un militaire, mais cet accord complémentaire n'a pas été discuté en plénière. Donc c'est avec cet événement-là qu'on a connu son existence. Qu'à cela ne tienne, 2 semaines après la chute de l'ancien régime, les protagonistes de la crise socio-politique au Burkina réussissent in fine l'exploit de trouver un modus vivendi sur les conditions d'une transition politique devant conduire à la tenue d'élections libres, justes et transparentes. C'est la charte de la transition. Et une fois cette charte validée, il était question de la mise en place des organes de la transition. Là également, on a assisté à de nombreuses tractations. Oui, entre acteurs de la société civile, représentants de l'armée et membres des partis politiques, les débats ont été houleux. Mais à terme, l'intérêt supérieur de la nation a été primé. Retour sur ces événements avec Drissa Seri. Le casting pour former le gouvernement de transition n'a pas été de tout repos. Son annonce est différée à plusieurs reprises. Au terme de longues tractations, le nouveau gouvernement est publié le 23 novembre 2014. Il comporte 26 portefeuilles et est composé de représentants de la société civile, de représentants de l'armée et des partis politiques. Le colonel Yacouba Isaac Zida cumule les postes de Premier ministre et de ministre de la Défense. 3 autres militaires, le colonel Auguste Denis Barry prend le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Le colonel David Cabré devient ministre des Sports et des Loisirs. Aboubakar Ba, lui, est le tout nouveau ministre des Mines et des Carrières. Plusieurs postes sont confiés à la société civile. Jean-Gustave Sanon est nommé ministre de l'Économie et des Finances. La candidate malheureuse au poste de président de la transition, Joséphine Ouedraogo, se voit confier le ministère de la Justice. Le professeur Augustin Loada hérite du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, pendant que le magistrat René Bagoro est désigné comme ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Quant au ministère des Affaires étrangères, il sera géré par le président de la transition, Michel Kafando, en personne. Dans la foulée, le premier conseil des ministres est annoncé. Le jeudi 29 novembre 2014, à l'hôtel des députés, faisant désormais office d'hémicycle pour le Conseil national de la transition CNT, les 90 membres désignés du Conseil national de la transition tiennent leur première séance plénière. C'est en présence du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Le président du CNT sera choisi lors de cette séance. Il aura la charge de présider l'organe législatif pour 12 mois. Ils sont au départ 3 candidats à convoiter le prestigieux poste. Moumina Cherifsi, directeur de publication du journal Bendri, représentant de la presse privée, Mamadou Kabré, journaliste, président de parti le Prit Lanaya, et Ibrahima Kone, issu de l'ex-opposition. Après s'être avisé, Mamadou Kabré se retire de la course au fauteuil de président du CNT. Les députés du CNT désignent Moumina Cherifsi, par ailleurs candidat malheureux au poste de président de la transition, comme président du CNT. Il est élu avec 71 voix contre 14 pour son challenger. Cherifsi invite ses collègues à se mettre immédiatement à l'œuvre pour affronter les défis que le CNT est appelé à relever durant les 12 prochains mois. Mesdames et messieurs, voilà pour ce qui était de l'histoire. 1 an après, la nation burkinabé marque une halte pour se souvenir et surtout honorer la mémoire de nos héros. De 9h40 à 9h41 aujourd'hui, la sirène a retenti, invitant tous les Burkinabés à observer une minute de silence, suivie d'un dépôt de gerbes au cimetière municipal de Gounguin, compte rendu Koualen Ebié et Solange Guigma. Au coup de retentissement de la sirène, le peuple burkinabé s'incline en hommage aux martyrs de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et de la résistance du 16 septembre 2015. Pour le président du CNT, mourir pour sa nation, c'est vivre à jamais dans le cœur de ses concitoyens. Une année s'est écoulée. Le souvenir n'a certes pris aucune ride, mais la douleur est encore vive. L'incompréhension et la consternation sont les sentiments qui se disputent en nous en ces moments. Derrière ce recueillement, ayons à l'esprit
que le sacrifice de nos martyrs a été fait au service d'une nation burkinabé, libre, débarrassée d'un tyran et de son clan, mu par des intérêts égoïstes au mépris du peuple souverain. Ce devoir de mémoire a été ponctué d'un cérémonial du dépôt de gerbes sur fond de l'hymne aux morts et du ditanien, suivi du recueillement. Fierté et douleur sont les sentiments qui se bousculent dans les cœurs des 42 familles endeuillées lors de ces événements. Un sentiment de reconnaissance à l'endroit des autorités qui ont décidé d'honorer nos frères qui sont désormais martyrs. Sentiment aussi de douleur parce qu'on ne peut pas effacer ça comme ça du revers de la main. C'est avec le temps que la douleur va s'apaiser. Mais elle ne s'apaisera que si on rend justice. La justice va être rendue. On ne peut pas continuer à tuer impunément des fils et des filles du Burkina Faso. La justice leur sera rendue. Cette cérémonie symbolique de dépôt de gerbes a été l'occasion pour les autorités de rappeler que ces martyrs représentent la flamme de la fierté nationale. Chaque Burkinabé doit se porter garant et continuateur de leurs œuvres et perpétuer le sens de leur sacrifice. Cette soirée spéciale d'hommage et de souvenirs poursuit sur la télévision du Burkina. Dans quelques instants, un plateau spécial vous sera proposé. Oui, Fousseni Kindo et Aboubakar Sayon sont là, tout juste à côté. Aboubakar Sayon, que réservez-vous à nos téléspectateurs ce soir? Alors, bonsoir à Peggy Ouedraogo, bonsoir à Jean-Emmanuel Ouedraogo et bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Alors, ce plateau spécial va permettre d'échanger en direct avec des acteurs qui ont pris part activement aux événements de fin octobre 2014, la prise de l'Assemblée nationale, le saccage de la RTB, les tractations pour la mise en place de la transition en passant par la démission du président Compaoré. Tous les sujets seront abordés avec la particularité que nous allons parler également du bilan de la transition qui tire à sa fin. Alors, comme invité, nous avons Maître Benewende Stanislas Sankara, nous avons également Maître Hervé Kam, nous avons Émile Paré, nous aurons également donc Nebon Bamouni, représentant donc des blessés de l'insurrection populaire, et Rabi Yamiogo de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Voilà, Aboubakar Sayon, merci pour toutes ces précisions. Donc à tout à l'heure pour cette émission. Peggy, avant de finir, on se permet une petite digression dans cette édition spéciale pour signaler que le 28e Tour du Faso a pris son envol ce matin à Ouagadougou. 72 coureurs de 12 équipes ont pris le départ de cette première étape Ouagadougou-Wayugia, longue de 171 km. Oui, et le top départ de ce 28e Tour du Faso, d'ailleurs baptisé Tour de la Transition, a été donné par le président du CNT ce matin même. Le compte-rendu de cette étape avec Gérard Sommet et Modeste Ouedraogo. La plus prestigieuse des compétitions cyclistes en Afrique est de retour après une année d'interruption pour cause de maladie à virus Ebola. Ouaga-Wayugia, une distance longue de 171 km, c'est le défi du jour que devront relever 72 coureurs venus de 10 pays. Chérif Si, président du Conseil national de la transition, donne le top de départ de cette 28e édition du Tour du Faso. La course à la succession du dernier vainqueur, Abdoulaziz Nikiema, est donc lancée. C'est un peloton calme qui prend la direction de la cité de Nabakango. Après une dizaine de kilomètres, on assiste à une situation d'attaque contre attaque. Le peloton s'étire et finalement, c'est la décantation. 3 hommes se détachent et se disputent le premier point chaud à Boussé. Abton Mikael de l'Érythrée, Mohamed Amin Rafaï du Maroc et Abdoulaziz Nikiema du Burkina Faso. Les 3 fuyards sont à 1 minute 47 secondes du reste du peloton à la sortie de Boussé. Le deuxième point chaud à Yako est enlevé par Abdoulaziz Nikiema. À cet instant précis, l'écart est de 4 minutes 20 secondes. Dans le peloton, Algériens, Marocains et Érythréens se surveillent. Les Burkinabés dépassés par les événements sont tout simplement des spectateurs. Maliens et Béninois sont à la traîne. La configuration reste la même jusqu'à Goursi. Au sprint intermédiaire, Abton Mikael signe sa 2e victoire suivie d'Abdoulaziz Nikiema Burkina Faso. Le spectacle draine du monde. À la sortie de Goursi, les 3 compagnons lèvent les pieds sur les pédales et se font rattraper par le reste du peloton.
À 25 km de l'arrivée, une nouvelle échappée organisée par l'Érythrée mène la course avec 5 représentants. Le Maroc se positionne avec 4 coureurs, l'Algérie et le Burkina Faso, un coureur chacun. À l'entrée de Ouayougouya, coup de théâtre. 2 coureurs sont désormais en tête et se préparent pour l'emballage final. Au sprint, Yeman Bereket dépose son vis-à-vis et l'emporte en 4h14 minutes 10 secondes, soit une vitesse moyenne de 40,36 km/h. Abdelatif Sadoun du Maroc se classe 2e. Le meilleur burkinabé se nomme Abdulaziz Nikema, classé 4e. L'Érythrée vient ainsi de donner une belle leçon de tactique à tous ses concurrents et du même coup montre ses vraies intentions à cette 28e édition du Tour cycliste international du Faso. Cette année, nous sommes à la veille des... Voilà, Jean-Emmanuel Ouedraogo, nous arrivons au terme de cette édition spéciale. Oui, Peggy Ouedraogo, c'est tout pour cette édition spéciale. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. La soirée d'hommage continue donc sur la RTB. Bonne suite de programme.